Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. On est dans une société qui fonctionne beaucoup, que ce soit les entreprises ou même le pays de façon globale, au niveau court terme. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, à mon micro de Valeurs agitées, j'accueille l'un des experts de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de Nicolas Froissart, co-dirigeant du groupe SOS, qui représente plus de 22 000 salariés et 700 établissements qui œuvrent dans le secteur social. Maintenant que vous en savez plus sur les activités du groupe SOS, peut-être que vous vous demandez, finalement, c'est pas du secteur public tout ça? Alors je vous propose d'approfondir cette question avec Nicolas Froissart. Je vous souhaite une très belle écoute. Qu'est-ce que tu pourrais répondre aux auditeurs qui se disent peut-être, mais finalement, tout ça, c'est du secteur public? Est-ce que ça veut dire que l'État n'est pas au rendez-vous sur ces secteurs-là? Est-ce que comment se fait cette articulation entre l'économie sociale et solidaire et les services de l'État? Oui. État, collectivité territoriale, etc. Ce qui est sûr, c'est que c'est de l'intérêt général, et donc c'est normal effectivement que l'État soit impliqué. Et donc on travaille beaucoup avec l'État au sens très large au quotidien. On travaille beaucoup avec des fonds publics, des contrats publics. Et donc l'État peut pas tout faire aujourd'hui. On voit bien effectivement que son fonctionnement n'est pas forcément toujours adapté à tout. Et donc l'État a besoin d'alliés, de préférence effectivement non lucratifs quand on parle de gestion d'établissements d'intérêt général. Mais on travaille effectivement main dans la main avec l'État. L'État a la légitimité démocratique, a des représentants, que ce soit au niveau local ou national, qui sont élus par le peuple. Et donc nous, on attend effectivement de l'État qu'il fixe les grandes orientations. On travaille avec eux aussi parfois pour essayer de l'aider un peu à réorienter les choses, parce qu'on est aussi aujourd'hui un formidable laboratoire, que ce que voit le groupe SOS sur le terrain doit être aussi utile à l'État, aux collectivités, pour parfois mieux avoir une vision plus claire ou plus précise. Donc on considère que c'est aussi une partie de notre rôle. Et puis après, il y a des choses qui relèvent pas forcément du service public, même si l'État peut aider un peu, mais on gère aussi beaucoup de dispositifs économiques, commerciaux, des chantiers d'insertion dans le domaine de la valorisation des espaces verts, dans le domaine du bâtiment. Voilà, on a beaucoup d'activités économiques qui relèvent pas du secteur public ou du secteur de l'intérêt général dont on parlait, mais par contre on va le faire nous d'une façon qui fait que c'est effectivement une forme d'intérêt général, puisque on le disait un peu plus tôt, on va employer des personnes en situation de handicap, on va employer des personnes au chômage depuis longtemps. Et là, l'État aide un peu, mais 90% des ressources viennent de prestations commerciales, schématiquement. Parfois c'est moins, parfois c'est plus, en fonction du dispositif, que ce soit chantier d'insertion, entreprise d'insertion, etc. ESAT, enfin bon, voilà, on gère on gère de nombreux dispositifs différents sur ces questions-là. Mais en tout cas, le point commun, c'est ça, c'est qu'on va essayer de développer des activités économiques, mais le faire de façon peut-être plus inclusive et respectueuse de l'environnement aussi, évidemment. Donc ça veut dire que vous fonctionnez aussi beaucoup avec des appels d'offres, par exemple, pour réussir à décrocher, entre guillemets, des Tout à marchés fait. Ouais. ou des partenariats Oui. à contractualiser, Oui, c'est ça? tout à fait. Et on plaide d'ailleurs pour que les appels d'offres, et notamment les marchés publics, soient encore davantage exigeants sur les questions sociales et environnementales. Donc ça veut dire que vous avez par exemple tu disais tout à l'heure, un laboratoire, un observatoire qui fait de la veille, qui remonte Oui, des propositions et ça va même à au-delà de l'État. Vous avez ça. une porte Exactement. d'entrée? On a créé un think and do tank, donc un think tank qui a aussi l'objectif de faire et pas juste de réfléchir, qui s'appelle l'Impact Tank,
la notion d'impact est à la mode en ce moment, dans lequel on va réunir des acteurs comme le groupe SOS, donc des acteurs associatifs, des élus, les pouvoirs publics, donc, des entreprises, le monde académique, pour réfléchir à la façon dont on pourrait collectivement répondre mieux à des enjeux, travailler ensemble, évaluer l'impact, parce que c'est pas toujours évident. Et voilà, et on fait plein de choses au sein du groupe SOS, et nous, on essaye, et on va le faire encore mieux à l'avenir, de bien évaluer, voilà, par exemple, 1 euro public dépensé dans tel dispositif, qu'est-ce que ça rapporte à la collectivité en termes d'impact social, comment vont les personnes qui ont bénéficié de ce soutien, euh, et quel impact économique sur le long terme, parce qu'on sait que la prévention, notamment, par exemple, ça coûte peut-être de l'argent à court terme, mais sur le moyen ou le long terme, ça rapporte de l'argent à l'État, parce que quand les personnes vont mieux d'un point de vue physique, psychologique, parce qu'on les a aidés préventivement, eh ben c'est plus efficace et c'est plus rentable finalement quelque part aussi que de toujours être dans de la réparation. Alors j'allais justement te poser la question, effectivement entre, on va dire la gestion, curative, la mise en protection et la partie prévention. Est-ce que tu sais, un peu la proportion de vos activités aujourd'hui dédiées à la prévention et non pas à la partie protection? Non, c'est difficile à dire parce que parfois c'est mélangé, c'est-à-dire qu'on a des mêmes établissements qui font de la prévention et de la réparation. Bon, le terme de réparation est pas très beau, mais effectivement on voit à Mmh. quoi ça fait référence. Mais en bossant pas mal sur le sujet, notamment dans le cadre de la Convention des entreprises pour le climat dont je parlais tout à l'heure, je me suis aperçu effectivement que le groupe SOS, un acteur comme le groupe SOS, pour réduire considérablement son impact environnemental, allait devoir faire en sorte que notre société soit davantage centrée sur la prévention, justement. C'est-à-dire que sur la question environnementale, on passe beaucoup de temps, nous, aujourd'hui, sur la réduction de cet impact-là, qui aujourd'hui passe par euh, ben, les transports, hein, la mobilité. On a beaucoup de salariés qui se déplacent en voiture, par exemple. Donc ça, c'est un sujet. On sert beaucoup de repas, donc la question de l'alimentation est un sujet. Et puis, on a beaucoup d'établissements, donc la question de la construction, de l'énergie est un sujet. Donc voilà, on essaie de pousser le curseur le plus loin possible sur ces sujets-là. Et si on veut encore aller plus loin, mais là c'est très prospectif et c'est plutôt sur du long terme, eh ben, il faudra que nos équipes passent plus de temps sur la prévention que sur la réparation, et ça veut dire aller plus au domicile des personnes pour faire de la prévention santé ou de la prévention sociale et familiale, et éviter que les familles partent en vrille, qu'il y ait des situations de violence, qu'il y ait des situations d'exclusion sociale parce que les parents ne travaillent pas ou se sont fait virer et n'arrivent pas à rebondir. Donc voilà, c'est toutes ces situations. La prévention santé est évidemment très importante. Et si un jour, par exemple au sein du groupe SOS, notre société aura fait sa transition pour que nos équipes passent beaucoup plus de temps sur la prévention que sur la réparation, je pense que ce sera évidemment déjà bénéfique pour les citoyens qui vivront plus longtemps en bonne santé, auront moins de problèmes de santé mentale, et tout ce qui coûte aussi quelque part très cher à notre société, y compris d'un point de vue environnemental, parce que on est aujourd'hui obligé de créer en France des gros établissements, des gros hôpitaux, des grosses maisons de retraite, parce que les gens ont beaucoup de problèmes de santé, parce qu'ils vieillissent euh, moins bien que ce qu'on pourrait faire si vraiment la prévention était au cœur de notre société. Et voilà, et moi j'arrête pas de dire, effectivement, et je suis pas le seul, que les enjeux sociaux et environnementaux sont extrêmement liés. Et le groupe SOS, je pense, peut l'incarner. Et l'impact environnemental du groupe SOS sera moins important le jour où effectivement la prévention sera au cœur de notre société et où on aura moins besoin effectivement d'avoir d'énormes établissements qui peuvent avoir un impact effectivement en termes de construction, d'énergie, tout ça, et des équipes qui seront plus en proximité, qui peut-être vivront à côté du territoire dans lequel elles interviendront pour faire de la prévention sociale, familiale, prévention santé, prévention psy, etc. Et voilà, je trouve que c'est un modèle intéressant
Et voilà, et il y a plein d'exemples, hein. La cigarette, dont on parle finalement peu dans notre société, l'illustre bien. C'est-à-dire qu'on a une cigarette qui est très, très nocive, évidemment, pour la santé, mais qui a aussi un impact environnemental assez catastrophique. Donc voilà, c'est un bon exemple, mais il y en a plein sur plein de sujets où on pourrait être beaucoup plus centré sur la prévention dès le plus jeune âge, sur la question de l'alimentation, sur la question du sport, sur la question de la santé mentale. Et si on fait ça, eh ben, on a des citoyens qui iront mieux, qui vivront mieux, qui seront en meilleure santé plus longtemps et qui consommeront moins de médicaments. On sait à quel point l'industrie pharmaceutique a un impact aussi négatif sur l'environnement. Et voilà, et tout ça, on parlait de cercle vertueux tout à l'heure, on est en plein dedans. Mmh. Oui, complètement, je te rejoins complètement, sur, effectivement, l'intérêt de travailler sur la prévention, et dans une approche systémique. Mais c'est vrai que bon, moi j'ai travaillé, une dizaine d'années dans les collectivités territoriales et notamment, les conseils départementaux et donc l'action sociale, c'est la compétence, principale des départements. Mm. Et c'est vrai que quand, je vois que les fonds publics, viennent à s'amoindrir, souvent c'est la partie prévention qui finalement, passe un peu, sous le couperet, des arbitrages budgétaires. Mais oui, mais parce qu'on est dans une société qui fonctionne beaucoup, que ce soit les entreprises ou même le pays de façon globale, au niveau court terme. Et donc tant qu'on sera là-dedans, Exactement. et c'est un peu l'objectif de l'initiative Impact Tank dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi d'évaluer l'impact de ce que peut faire un acteur comme le groupe SOS et beaucoup d'autres sur le long terme. Et donc on sait que la prévention, effectivement, ça va peut-être coûter plus cher à court terme, mais sur le long terme, c'est un gain incroyable, incroyable. Et sur le long terme, on économise des vies, on économise de l'argent, on économise de la souffrance. Enfin, j'ai beaucoup de mal, moi, à comprendre effectivement qu'on n'arrive pas collectivement à faire ce switch qui fait qu'on serait dans quelque chose qui serait, sur le long terme, beaucoup plus simple et efficace d'un point de vue économique et qui surtout ferait du bien à l'ensemble de nos concitoyens. Alors je te rejoins, mais est-ce que finalement c'est pas un peu le même réflexe que quand, en tant que consommateur, bah, moins tu as d'argent dans ton portefeuille et plus tu vas, acheter, des choses, qui, coûtent pas cher et qui malheureusement sont pas toujours, relèvent pas toujours, du commerce équitable ou, du bio ou, dans le respect de l'environnement, enfin tu vois? Est-ce que c'est pas à un moment donné la gestion de la rareté qui fait qu'effectivement on va vers une vision, plus court-termiste, et malheureusement, qui a un impact, Mm. à moyen terme qui est plutôt, Bah, négatif. bien manger quand on vit à la campagne, qu'on va faire le marché, qu'on achète auprès des cultivateurs, des agriculteurs locaux, je suis pas sûr qu'au final ce soit beaucoup plus cher que la malbouffe, hein. Donc après c'est des choses, c'est aussi une question aussi de sensibilisation, d'éducation, et C'est puis vrai. euh, et puis on sait qu'on est sur un modèle aussi qui fait qui encourage à la surconsommation. Donc je suis pas sûr effectivement que le fait d'aller consommer c'est chez je sais jamais comment on dit, la Shine ou Chine, là, enfin, en tout cas cette boîte Mmh. chinoise sur le textile qui a un impact social et environnemental catastrophique. Je suis pas Catastrophique. sûr que ce soit économiquement plus intéressant parce que les gens vont, comme c'est pas cher, ils vont acheter plein de trucs en se disant ils font des bonnes affaires, mais des trucs que tu mets trois fois et qui après se C'est du déchirent ou jetable. enfin voilà, c'est du jetable. Donc donc je pense que là aussi, enfin, il faudrait une convention citoyenne sur la consommation. Enfin, et c'est des sujets qui en fait sont peu traités, peu évoqués, que les gens s'approprient peu. Mais si on passait tous un peu de temps au niveau de notre ville ou village dans une convention citoyenne pour une meilleure consommation, avec ouais, des vrais messages d'éducation, de sensibilisation, de partage, je pense qu'on évoluerait là-dessus. Mais c'est aussi un modèle qui est pas bon et qui encourage à cette surconsommation et qui fait parfois faussement croire que cette consommation jetable, etc., est meilleur marché qu'une consommation plus respectueuse de l'humain et de l'environnement. Mais c'est souvent faux en fait. Donc ça veut dire que là, le groupe SOS a maintenant 2 conventions supplémentaires à lancer,
Une sur la consommation et l'autre sur le bien-être au travail. Allez, Donc, ok, allez. c'est Eh ben, noté. écoute, le jour où tu lances ça, tu m'appelles, ce sera avec grand plaisir que je pourrai y contribuer. Avec grand plaisir. Et oui, je crois vraiment en la force de l'intelligence collective. Envie d'en savoir plus? Ok, on y va. Le développement de l'intelligence collective est très présent dans le secteur social. Mais êtes-vous fait pour travailler dans le secteur social? Est-ce que ce sont des métiers d'avenir? Pour le savoir, il faut rentrer au cœur de la machine. Et c'est ce que je vous propose dans le prochain épisode avec Nicolas Froissart. Vous avez aimé cet épisode? Abonnez-vous à la newsletter Valeurs Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.